capitaine, attention! Un ninja! Il a une sarbacane! Bon, je crois qu'on peut dire que j'ai gagné. Vous l'avez tué? C'était lui ou moi? Mais il n'avait qu'une sarbacane! Et moi j'avais un flingue! D'où ma victoire! Mais puisque nous venons d'affronter un ninja, la vidéo d'aujourd'hui va nous permettre d'approfondir le sujet. Nous allons donc parler du film Ninja. Et oui, vous avez sûrement tous entendu parler du film Ninja, avec la grande star Scott Adkins. Mais si, c'est un des méchants dans Expendables 2, le sous-fifre de Van Damme. Vous voyez maintenant. Donc, le film Ninja, avec le A écrit en shuriken. Oui, c'est classe. En introduction de ce chef-d'œuvre, on apprend que les ninjas sont à la base des super assassins du Japon médiéval, mais qu'aujourd'hui, ce sont juste des mecs dans un dojo qui s'entraînent à tuer. Mais je vous rassure, à présent ce sont des gentils. Ils ne se servent pas de leur connaissance sur la façon de tuer les gens. Il n'y a donc aucun problème moral à l'existence d'un tel dojo. Donc, le film démarre avec Scott Adkins, faisant des katas avec les muscles tout contractés. Putain, il a des sacrés pecs! Effectivement. Tous mes hommes devraient être aussi baraqués. Monsieur Pika, faites-moi 100 pompes. Quoi? C'est un ordre. Exécution. 1, 2... Et avec les plans abusifs sur sa musculature, on peut se demander à quoi pensait le réalisateur. Ouais, vas-y Scott. Ouais, contracte. Ouais, c'est bien ça. Ouais, pas mal les mains. Toi la moche, tu dégages. Sanglant-toi Scott. Ouais, super, ouais, comme ça. Ouais. Oui, Scott Adkins s'entraîne dans un dojo japonais. Le seul ninja occidental du film sera le héros. Bref, nous avons droit ensuite à une petite présentation des protagonistes. Donc on a le maître, très bien. Scott Adkins, ok, en kimono blanc. Une fille, ok, en kimono blanc aussi. Un Jap qui tire la gueule et qui est en kimono noir. Le méchant est caché avec trop de savoir-faire. Je ne parviens pas à le débusquer. D'ailleurs, il essaie même de pousser Scott à bout en insultant ses parents. Père ivrogne, qui s'est tué tout seul. Après, une petite altercation survient entre Scott Adkins et le méchant, qui, en plus d'être le deuxième meilleur ninja du dojo, a un gros problème pour gérer sa colère. Étant donné que le méchant tente de tuer Scott avec un sabre, putain, au milieu d'un entraînement, le maître décide de le virer. Tu t'es servi d'une véritable épée, et tu as tenté de le tuer en proie à la colère. Je t'expulse de cette école! Oh là là, c'est un drame humain. Perso, j'aurais appelé la police pour tentative d'homicide, mais nous verrons que dans ce film, appeler la police est rarement la solution choisie pour les protagonistes. Le méchant tombe à genoux, brisé, et en profite pour nous montrer qu'il est un acteur de talent. Oh, quelle performance! Juste après, on voit un mec riche se faire tuer par un homme mystérieux et... Oh, en fait c'est le méchant! Trop fort comme mise en scène! Et ouais, le méchant ninja est devenu un assassin mercenaire qui travaille principalement pour un méchant homme d'affaires américain, qui dirige une secte. Ouais, on peut diriger une multinationale et aussi une secte. C'est ce qui s'appelle se diversifier. Je précise que l'idée de la secte est complètement débile et inutile, surtout au vu de la suite. Mais nous y reviendrons. Plus tard, le méchant ninja débarque en pleine cérémonie du dojo des gentils ninjas. C'est une sorte de remise des diplômes avec plein de gens. Et c'est ce moment qu'il choisit pour poser un ultimatum au vieux maître. Et oui, il veut la boîte contenant toutes les armes antiques et dévastatrices des ninjas, mais son maître ne veut pas la lui donner. Tu n'es qu'un vulgaire assassin. Le Yoroi Bitsu ne sera jamais sous ta garde. Donc il le menace de mort, devant peut-être 200 témoins. Là non plus, la police ne sera même pas mise au courant. Le vieux maître décide de cacher la boîte pleine de reliques pourries, car oui, en fait elles sont bien pourries, aux États-Unis chez un de ses potes. Pour escorter la grosse boîte, il envoie donc ses meilleurs ninjas. C'est-à-dire Scott, la copine de Scott, et des figurants. Ah, et j'ai oublié de parler du fait que la maman de Scott, qu'il a abandonné lorsqu'il était enfant, se trouve aux États-Unis. Précisément dans la ville où il prévoit d'aller. Après que le coffre soit parti, le méchant ninja décide d'attaquer le dojo du Hokage, et découpe les apprentis ninjas comme des parts de quiche. D'ailleurs, je dois dire que ce perso est assez réussi. Son costume fait très ninja moderne. Car après tout, les ninjas sont des assassins, ils doivent donc évoluer avec leur époque. Et pas se battre avec des sarbacanes. D'ailleurs, pour battre le maître, il est obligé de ruser en éteignant la bougie, puis en activant ses lunettes à vision nocturne. Mais encore une fois, je trouve que c'est une bonne idée, même si je doute qu'une si petite bougie puisse faire autant de lumière. Ensuite, le méchant tente de contraindre le maître à lui donner la position du coffre, en lui faisant du chantage. Et oui, il l'a empoisonné, et c'est le seul à disposer de l'antidote. Mais le maître refuse, et se sacrifie donc afin de protéger son héritage ninja. Le maître qui meurt pour protéger son disciple. C'est original. Mais voilà, la minute d'après, la copine de Scott, qui est aussi la fille du vieux, ça tombe bien, appelle son père, afin d'avoir des nouvelles, j'imagine. Et le méchant ninja voit l'appel manqué et le numéro de téléphone, donc il comprend vers où est le coffre. Alors, à ce stade du film, le sacrifice du vieux a été complètement inutile. S'il avait parlé, la situation serait la même, sauf qu'il serait vivant. Pour avouer que c'est dommage. Et la police ne sera bien sûr pas alertée ici non plus. N'importe quel enquêteur pourrait remonter la trace de ce mec, car il a fait des menaces de mort en public et en plus il a énoncé son mobile. Pour un ninja, le méchant laisse un déluge de preuves.
Scott ne se doute pas de la menace qui plane et décide d'aller voir sa chère mère. Malheureusement, il apprend que la seule personne sachant où elle se trouve est morte, ce qui clôt cette sous-intrigue. Le film n'abordera plus la famille de Scott, ce qui rend ce point du scénario totalement inutile. Bien joué, film! Mais notre méchant ninja décide d'appeler son meilleur client, qui est aussi dirigeant de secte, pour lui demander d'utiliser ses fanatiques afin de récupérer la boîte. La maison du pote du maître se fait donc attaquer par des fanatiques punk, et il se fait tuer. Une séquence de bataille s'ensuit, et les figurants se font eux aussi assez vite tuer. Wow, on a un badass figurant qui se bat malgré les balles. J'avoue que cette partie est assez cool. Scott et sa copine parviennent à s'échapper. Et vous vous en doutez, ils n'appelleront pas la police cette fois non plus. Là, à la place, ils vont dans un motel miteux, où ils auront tout loisir pour se rapprocher, maintenant que ces immondes figurants japonais sont décédés. Scott, tu es tellement viril. Malheureusement, les méchants les retrouvent, ce qui lance une nouvelle scène d'action aussi longue qu'inutile. Ils se poursuivent dans la rue, où les fanatiques les arrosent copieusement de balles, puis ils vont dans le métro, pour se battre corps à corps. J'imagine que c'est par souci de fair play qu'ils renoncent à leur flingue. Scott, en bon héros de film d'action, nous prouve qu'il peut battre tous les méchants à lui tout seul. Tandis que la fille nous prouve, eh bien que c'est une fille. Elle n'arrive même pas à battre les sbires, c'est la loose quand même. Mais ce qui devait arriver arriva, et la police intervient. Et arrête nos héros. Lorsque le méchant ninja l'apprend, il est méga énervé. Il tue même un sbire en lui égratignant la gorge. Non, franchement, ça n'a vraiment pas l'air mortel comme blessure. Mais il n'y a presque pas de sang. D'ailleurs, mention spéciale pour ce figurant, qui joue si bien. Bref, les policiers accusent les héros des récents meurtres, puisque ces génies ont laissé leur passeport chez l'ami du maître qui est mort. Comment peuvent-ils les accuser? C'est évident que ce ne sont pas eux qui ont commis le meurtre, car ils ont aussi sûrement laissé leur bagage chez ce monsieur. La réaction des policiers n'est pas cohérente. Enfin, capitaine, ce n'est pas grave s'il y a des incohérences. Ce n'est qu'un film d'action. Non, je suis désolé, mais non, c'est vachement important. Et j'expliquerai pourquoi après. En attendant, refaites-moi son pompe. Fais chier. Ensuite, on a le droit à une sorte de parodie de la scène du commissariat dans Terminator. Le héros leur explique que le méchant est vraiment méchant et qu'ils ne pourront pas l'arrêter. Vous savez pas du tout à qui vous avez affaire. Le flic semble douter. Pour une histoire, c'est une histoire. Le méchant attaque et défonce les policiers. Alors, cette scène me fout vraiment en boule. Mais pour expliquer pourquoi, il faut d'abord parler plus en détail de la scène du commissariat dans Terminator. Pour rappel, dans Terminator, Kyle Reese se fait arrêter par la police, et Sarah Connor est mise sous protection. Terminator a un peu l'ambiance d'un slasher, un film comme Scream, où un tueur tue des gens les uns après les autres. Normalement, la police représente la sécurité, et le tueur se doit d'attendre d'attaquer les héros lorsqu'ils sont le plus vulnérables. Souvent, c'est lorsqu'ils sont seuls et dans le noir, un parking souterrain par exemple. Mais Kyle explique aux flics que le Terminator n'est pas arrêtable, qu'il va venir quand même. Il est invulnérable, mais il va vous ridiculiser. Tout cadavre ne vous suffisent pas, merde. Les flics se montrent rassurants envers Sarah et donnent même leur effectif. Et ici, vous êtes en sécurité. Nous sommes plus de 30 dans ce building. Ce point est très important, car il arrive dans les slashers que le tueur parvienne à tuer un flic ou deux en les prenant par surprise. Mais là, ils sont plus de 30 quand même. En théorie, même si le méchant est un robot tueur, il ne devrait pas parvenir à tuer plus de 30 hommes armés. Et bien sûr, comme Kyle l'avait prédit, le Terminator se ramène, et il commence le massacre. Il ne les prend pas en traîtres, ni quoi que ce soit. Il les attaque frontalement, et il gagne. Pire que tout, les flics s'équipent même avec des armes de plus gros calibre. Ils sortent les M16. Mais rien n'y fait, le Terminator ne peut pas être arrêté. En plus, lors de cette attaque, le décor du présent se met à ressembler au décor post-apocalyptique du futur, avec des flammes, des ruines et des cadavres. Cette scène est un point de rupture dans le film. À partir de là, aussi bizarre que ça paraisse, le futur a rattrapé le présent. On n'est plus dans la sécurité fournie par la police et le quotidien. À présent, on se retrouve dans la guerre entre les hommes et les machines. Cette scène donne des frissons et elle est réussie à bien des points de vue. Mais voilà, nous sommes dans le film Ninja, donc il n'y a aucune raison que ce soit réussi. Les flics ne sont pas très nombreux, ils font n'importe quoi. Et regardez comment ça démarre. Le méchant parvient à s'introduire dans le bâtiment en prétendant être l'avocat de la fille. Je suis venu voir Namiko Takida. Elle vient d'être arrêtée aujourd'hui. Je suis son avocat. Et là, elle tire bien une tête où elle a compris que c'était en fait le méchant, car elle n'a pas d'avocat. Mon avocat? Elle ne pouvait pas simplement parler au flic qui est présent avec elle, afin de prévenir tout le commissariat et d'organiser une défense. En plus, ce commissariat ressemble au hall d'une gare. J'imagine que ça coûtait moins cher à tourner. Et dans cette scène, pourquoi personne ne voit le méchant? J'avoue qu'il fait sombre, mais pas à ce point. Et là, pourquoi tous les flics attaquent au corps à corps un ninja armé d'un sabre? Vous avez des flingues, bon sang! Enculé, faites un carton! Et aussi, comment il a fait pour amener sa super combinaison avec lui? Quand il est arrivé, il est habillé en avocat. Ne me dites pas que tout son matériel est rentré dans cette petite mallette. Heureusement, notre héros parvient à se libérer, en arrachant une table fixée au sol. Oh, faut bien qu'il soit costaud, mais là... Monsieur Picard, il faut plus de pompes. Nom de Dieu. Ensuite, Scott trouve quelques cadavres de policiers sur le sol, lui indiquant que, ouais, le méchant est sûrement là. Bon, il trouve les clés de ses menottes sur les cadavres,
J'imagine que ces clés sont génériques et communes à tous les policiers. Va-t-il aussi ramasser autre chose, comme une arme lance-projectile permettant de tirer des boules métalliques à la vitesse du son? Ça aurait été utile pourtant. La vie est tellement plus simple avec un flingue, n'est-ce pas? Ensuite, il sauve quelques flics du méchant, enfin un, et il le retrouve sur le toit pour un duel au sommet. Franchement, s'il avait ramassé le flingue, il aurait pu lui mettre une balle dans le dos. C'est navrant. Il affronte donc à main nue un méchant qui est armé d'un katana, ce qui est très mal joué. Pour égaliser ses chances, il ramasse une barre de fer, et elle se fait couper net. Je veux bien que le katana soit aiguisé, mais quand même c'est pas non plus un sabre laser. D'ailleurs, le méchant lui balance même son arme, et il le rate. Scott sait bien de prendre le sort, mais il est trop enfoncé et n'arrive pas à le retirer. Putain mec, tu viens d'arracher une table vissée au sol. À ce stade, tu pourrais même arracher Excalibur en pétant l'enclume. Mais, à la suite d'un combat acharné, le méchant parvient malgré tout à kidnapper la fille. Mince. Wow, que c'est moche! Non! Et les gars, si vous voulez que le méchant s'enfuit mais vous n'avez pas le budget pour le faire voler, utilisez des fumigènes à la place. Vous le faites péter à ses pieds ou vous le faites disparaître. La copie taïwanaise de la cape de Batman, c'était pas nécessaire. Étant assez énervé, Scott part péter la gueule au membre de la secte, afin de récupérer le 06 du méchant ninja, et de l'appeler. Eh ouais, il a pris la fille en otage, mais il a oublié de laisser son numéro pour donner ses exigences. C'est con, on était obligé de se taper une séquence d'action naze pour pallier à ça. D'ailleurs, le méchant ne s'est pas contenté de kidnapper la fille, mais il l'a saucissonnée pour faire une sorte de séquence de bondage bizarre. C'est 50 nuances de ninja. C'est censé titiller le spectateur? Ouais. Taisez-vous. Une fois le numéro du méchant ninja récupéré, ce dernier fait une proposition à Scott. Il lui rendra sa copine, seulement s'il lui donne la boîte antique. Et bizarrement, le héros accepte. Scott va aller chercher la boîte, et on va enfin découvrir ce qu'il y avait dedans. Il y a donc un sabre, mais aussi un cosplay du 3e Hokage. Pratique pour la Japan Expo. Les deux rivaux se donnent donc rendez-vous sur un chantier. Là aussi, ça a coûté moins cher, en pleine ville afin de procéder à l'échange. Le méchant se pointe, complètement à découvert. Bon, là, une balle de sniper ferait complètement l'affaire, surtout que le héros est censé être un ninja, c'est-à-dire un assassin, ou il aurait simplement pu demander de l'aide à la police. Il a un pote chez eux depuis qu'il l'a sauvé du méchant. Mais non, l'affrontement semble inévitable. Sauf qu'à ce moment, les survivants de la secte décident d'attaquer pour tuer le gentil et le méchant. Ce qui occasionne une grosse scène d'action nanarde où les malheureux fanatiques se font tuer par paquet de 12. On a même une voiture qui rentre en collision avec une autre, à au moins 12 km/h, mais qui bien sûr explose. Mais les bonnes idées ne s'arrêtent pas là, puisque, après avoir tué les figurants, le méchant empoisonne la fille et fait du chantage auprès du héros, car il veut la relique qu'il porte. Alors que, franchement, la tenue high-tech qu'il possède semble carrément mieux. Puis, le méchant utilise une nouvelle technique, la disparition. Et pour bien l'illustrer, le réalisateur nous donne une leçon de montage. Mais Scott entre en séance de méditation, ou fait caca, je ne sais pas, et parvient à anticiper l'attaque du méchant et le plante de toute la longueur de son gros sabre dans une scène hautement symbolique. Puis, Scott fonce voir sa copine, se souvenant que son maître lui avait dit que l'épée qu'il possède avait le pouvoir de rendre la vie. Le katana shinobi possède le pouvoir de prendre la vie et de ramener quelqu'un à la vie. En fait, il y a seulement un antidote caché dans la poignée. Bon, il est sûrement là depuis quelques siècles, au mieux, ce qui fait qu'il devrait sûrement avoir pourri. Mais il semble faire effet, puisque la fille est sauvée. Magnifique. Ensuite, il va voir son ennemi, avec qui il a grandi, avec qui il s'est entraîné, et décide d'appliquer lui-même la justice en le décapitant, alors qu'il était blessé et à genoux. Magnifique, là aussi. En même temps, il n'appelle jamais la police, alors pourquoi il l'aurait fait ce coup-ci? Pour le mettre en prison. Et voilà, c'était vraiment un super film. Mais réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce déluge d'action testostéroné? Pratiquement tout, et principalement le scénario. Mais encore une fois, ce n'est pas très important pour un film du genre. Non, c'est important. C'est même hyper important. L'action se doit d'être scénarisée. Le scénario doit mener à des séquences d'action, et non pas l'inverse. Quoi? Je m'explique. Dans Ninja, on voit clairement que le film a été pensé en termes de séquences d'action. Ils doivent se battre dans le métro, ils doivent se battre dans le commissariat, le héros doit tabasser le boss de la secte, il doit y avoir la bataille finale où le héros, le méchant ninja et la secte se tapent tous dessus. Et c'est ensuite que le scénario a été fait pour tenter de relier ces points. Vous ne le croyez pas? Mais regardez l'enchaînement. Pourquoi la police cherche à arrêter le héros malgré ce déluge de preuves indiquant qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre du professeur américain? Car il faut faire la scène du commissariat, en hommage à Terminator. Pourquoi le méchant oublie de donner son numéro de téléphone après avoir pris un otage? Car il faut la scène dans le QG de la secte. Pourquoi la fille appelle son père au moment précis de l'attaque? Car le méchant doit retrouver leurs traces, malgré tout. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques trous. Non, à ce niveau, ce ne sont plus des trous, ce sont carrément des canyons.
Il faut faire un minimum de travail sur l'écriture. Je ne demande pas à faire un scénario ultra complexe, ce n'est pas grave s'il ne surprend pas, mais au moins tout doit se tenir et être logique. Il ne doit pas y avoir des failles aussi grosses que ça. Ça m'énerve quand je vois ça. Oui, visiblement. Et vous savez pourquoi je suis autant énervé? Après tout, ce n'est qu'un film mineur. Je ne devrais pas réagir autant. Je pense que c'est parce qu'il y a Scott Adkins. J'adore cet acteur. Il a joué dans Exxonables, dans Universal Soldier 4 et surtout dans Metal Hurlant Chronicles. Je pense qu'il a un vrai potentiel pour devenir une vraie star de film d'action. En plus, les chorégraphies des combats ne sont pas trop dégueu. Il y a même du potentiel dans le film. Et tout est gâché car ils ont fait n'importe quoi et qu'ils se sont dit que le travail d'écriture n'était pas important. Encore une fois, on peut faire un scénario simple tout en étant cohérent. Mais là, non, c'est une catastrophe ultra nanarde. Je n'en peux plus, je dois agir. Monsieur Picard. Capitaine? À votre poste. Préparez les canons et verrouillez le film Ninja. Nous allons lui envoyer une volée. À vos ordres, capitaine. La cible est verrouillée. Nous sommes à portée et les canons sont prêts à faire feu à votre commandement. J'aime vous voir comme ça, monsieur Picard. À toutes les batteries, à tous les canons frontaux. Feu. Retourne dans les flammes qui t'ont vu naître. Film indigne. Et en plus, j'ai pris des pecs durant cette vidéo. Non. Si, regardez, quand je contracte mes pecs, ils bougent. Non. Bon, là, c'est vrai qu'on voit pas bien, mais c'est à cause de mon t-shirt en fait. C'est parce que j'ai mis du S ce matin. Sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo.